Voilà, bonjour à tous. Donc, alors, quelques mots, le titre de la présentation, les incertitudes et le dialogue entre spécialistes et décideurs. Donc, je suis de l'IFSTAR, qui est un établissement public de recherche, rattaché au ministère de l'écologie, et j'œuvre à Nantes. Et puis, ma principale conclusion, je l'ai déjà mise en introduction, c'est que les obstacles dans le dialogue ne sont pas essentiellement techniques. La question est ailleurs que dans les techniques. Alors, quelques mots sur qui je suis, pour que vous sachiez aussi pourquoi je parle de ce sujet. Donc, je vous ai parlé de l'IFSTAR. Moi-même, je suis hydrologue et expert auprès du ministère de l'écologie, et notamment membre du comité scientifique du CHAPI, donc, qui est le service central d'appui à la prévision des inondations. Et j'ai animé, il y a 2 ans, un groupe de ce comité scientifique qui a réfléchi à l'évaluation des incertitudes et la transmission des incertitudes de prévision hydrologique dans le cadre des activités du CHAPI. Et donc mes illustrations seront essentiellement extraites de la prévention et la prévision des inondations. Alors, le contenu de l'exposé, je commencerai par 2 illustrations. Quelques mots sur les incertitudes, mais finalement je passerai vite parce que c'est des choses qui ont été rappelées dans les 3 premières interventions. Et puis 3 grands sujets. Une petite réflexion sur les freins à l'explicitation des incertitudes. Une deuxième réflexion autour de l'importance de considérer les incertitudes dans la décision publique ou dans les décisions en général. Et puis une 3e réflexion sur l'importance aussi de préparer le terrain, c'est-à-dire qu'on n'improvise pas la diffusion et l'utilisation des incertitudes. Alors, je vous ai dit 2 points d'introduction. Le premier, c'est un petit exemple. Et la question est la suivante, on la rencontre souvent. Le maire veut dimensionner un ouvrage ou établir un plan de prévention des risques. Il se tourne vers l'ingénieur et lui demande quel est le débit de la crue centenale. Voilà, donc on était avant 2000 et puis on est sur l'Audet à Quimper et l'ingénieur dit c'est 90 mètres cubes seconde. On est parti pour 90 mètres cubes seconde. Et en 2000, on a une crue remarquable qui se produit et le débit de la crue remarquable est de 140 mètres cubes seconde. Alors 2 problèmes. Le premier, c'est que les prévisions n'ont pas été crues, parce qu'on était tellement au-delà de la crue centenale que ça devenait irréaliste. Puis le deuxième problème, c'est que le maire va se retourner vers l'ingénieur et va dire « Mais vous m'avez fait tout dimensionner pour 90, et maintenant j'ai 140, qu'est-ce que je fais ?» Alors vous me direz, on n'a peut-être pas eu de chance. Sauf que l'ingénieur lui refait son travail, il intègre la crue de 2000 dans son ajustement, et là, il revient voir le maire, il dit « Ah zut, c'était pas 90, en fait c'est 125. » Donc où est le problème ? Le problème, c'est que dans la pratique d'ingénieur, on a un peu tendance à oublier que ce qu'on calcule n'est pas certain, surtout quand on s'intéresse à des statistiques. Et en fait, le vrai résultat, c'est celui-là. Ce n'est pas la courbe en noir, c'est les courbes en pointillés. Et s'il avait été honnête, l'ingénieur aurait dit au maire, vous savez, moi, avec les données que j'ai 30 valeurs, la crue centenale, elle est entre 80 et 150 mètres cubes par seconde. Au maire ensuite de décider s'il dimensionne pour 80, 90 ou 150. Mais là, c'est un choix politique. Ça, c'est la réalité de l'information disponible. Et pour le coup, la crue de 2000, elle était dans la gamme, elle était dans les purs, et donc elle n'était pas incohérente avec l'analyse qu'on avait faite précédemment. Et puis, les incertitudes avec les temps. Voilà, aujourd'hui, on a plus d'informations, on a plus de recul, on a une quinzaine d'années supplémentaires. Vous voyez que les intervalles se resserrent. Et donc ça laisse penser que le centenal, il est plutôt autour de 150 que de 90. Deuxième exemple, ça c'est plus simple. Tout le monde s'est un jour posé la question, voilà, j'ai les prévisions météo ce matin, Météo France annonce de la pluie, est-ce que je prends mon parapluie ? Vous êtes tous déjà posé cette question-là. Le fait même de vous poser la question montre que, en fait, vous ne considérez pas que ces prévisions comme certaines. Vous avez des doutes sur le niveau de précision des prévisions météorologiques et vous avez raison. Voilà. Oh, pardon. Et en fait, ça c'est une attitude qui est générale. Il y a une enquête qui a été menée aux USA il y a quelques années déjà et qui a montré que les populations associaient spontanément des probabilités aux prévisions, même quand elles étaient parfaitement déterministes. Et donc, on a beau se voiler la face, on est tous absolument conscients de l'existence d'incertitudes. Donc c'est une réalité, elles sont toujours présentes.
Alors les incertitudes, elles sont nombreuses. Moi, j'ai la vision de l'ingénieur ou du chercheur. Évidemment, elles touchent nos prédictions et nos prévisions. Ça, c'est évident. Elles touchent aussi nos modèles. Donc nos modèles sont imparfaits. Ils représentent de manière imparfaite le fonctionnement des systèmes qui nous entourent. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Mais elles concernent aussi nos mesures. Il faut être bien conscient qu'on a des mesures qui elles-mêmes sont imparfaites, et incomplètes. Et puis pour terminer, on a aussi des incertitudes sur les fondamentaux, sur la connaissance des processus. Voilà, donc tout est un peu incertain. Je vais 2 exemples d'incertitudes pour vous les rappeler, parce que c'est important. En hydrologie, dans le domaine de l'eau, nos données de débit, ce qui nous paraît un peu du solide, les débits des rivières, là, ce que vous avez, c'est une courbe de tarage. Donc, c'est la relation. En fait, on mesure rarement directement un débit. On mesure des hauteurs d'eau. Et puis, de temps en temps, on va faire un jaugeage. Donc, on va mesurer un débit directement. Et puis, on regarde la hauteur d'eau. Donc, ce sont les petits points jaunes. Et puis, là-dessus, on va caler une courbe qui relie hauteur d'eau mesurée et débit. Sauf que pour les débits les plus importants, ceux qui vont nous intéresser pour l'établissement de PPR, pour le dimensionnement des ouvrages, et on n'a jamais de mesure de débit direct. Donc c'est une extrapolation de la courbe de tarage. Et vous avez ici, pour une station donnée, la fourchette d'incertitude qui est très importante pour le débit d'une crue remarquable, celle de 2002 dans le Gard. Donc nos débits, et surtout les valeurs qui sont un petit peu en dehors, faibles ou fortes, en dehors des gammes pour lesquelles on a des mesures directes, elles sont relativement incertaines. Alors ça, c'est pas que de la théorie. Je viens de clôturer une expertise sur la crue de 1940 dans les Pyrénées-Orientales, et l'expertise a conclu que les débits qu'on considérait comme établis depuis 1940, il faut les diviser par 2. Ça vous donne un ordre de grandeur des incertitudes qui peuvent exister sur des données qu'on considère comme précises. Un autre exemple qui illustre un autre aspect de l'incertitude, ça, ce sont des cumuls de pluie estimés sur des bassins versants. Donc les gammes de couleurs vous donnent les intensités ou les cumuls de pluie. Donc rouge, on a eu presque 1 mètre d'eau. Et puis bleu, il n'a pas plu. Donc vous voyez des gradients. Et en fait, cette carte, elle a été reconstituée à partir de mesures ponctuelles. Vous avez les pluviomètres qui sont indiqués par des petits points et des noms. Donc ça nous donne une idée, vous avez l'impression, un peu précise de la pluie. Sauf que plus on est éloigné d'un pluviomètre, on a utilisé des méthodes d'interpolation, et plus on est loin d'un pluviomètre, plus la reconstitution qui est liée aux mesures environnantes est imprécise. Et si on se fixe un seuil de précision, par exemple, on ne veut pas plus de 25% d'erreur sur l'estimation du cumul de pluie, et on tronque tout le reste, voilà la carte. Donc la réalité, c'est qu'on n'a pas une idée très précise de la pluviométrie à partir de nos mesures. Donc voilà, nos données, le fondement de toute notre connaissance elle-même, ne sont pas d'une précision excessive et excellente. Alors j'en arrive à mes 3 regards. Le premier, c'est quels sont finalement les freins à l'explicitation des incertitudes. Et là, le premier, c'est que le spécialiste, il a généralement une image assez haute de sa personne, et il est un spécialiste et il a besoin d'être reconnu en tant que spécialiste. Et en fait, alors ça c'est issu d'une étude qui a été réalisée par EDF sur ses prévisionnistes. Et l'étude a démontré que le prévisionniste, ou le spécialiste en général, a tendance à sous-estimer, quand on lui demande d'expliciter ses incertitudes, il a tendance à sous-estimer fortement son niveau d'incertitude. Mais je complète. Dans cette étude, on a aussi fait jouer à des jeux de hasard aux prévisionnistes. Et on leur a demandé de parier sur la base de leurs prédictions. Et dans ce cas-là, quand le prévisionniste parie avec un jeu de hasard et qu'il a envie de gagner, curieusement, il fait les bons paris. Ça veut dire qu'il la connaît, son incertitude. Le problème, ce n'est pas qu'il ne la connaisse pas, c'est qu'il n'ait pas envie de l'expliciter, parce que s'il l'explicite, d'une certaine manière, ça remet en cause son expertise. C'est afficher son ignorance. Donc, le spécialiste, lui, a généralement tendance à, au moins officiellement, quand il est en public, à sous-estimer son niveau d'incertitude. Et puis, de l'autre côté, le décideur, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est pour pousser à la réflexion, le décideur, lui, le mieux, plus la décision est facile à prendre, mieux ça vaut. Et donc, si on le met devant en fait, si la réponse du spécialiste implique la décision, c'est la situation idéale. Mais dans ce cas-là, il ne décide plus d'ailleurs.
La décision est prise en amont. Si c'est le résultat du modèle ou le spécialiste qui lui dit ce qu'il faut faire, il n'est plus un décideur. Et donc, c'est assez naturel. Quand le spécialiste se retourne vers le décideur en le mettant devant un dilemme et un choix, ça le met dans une situation qu'il considère comme non confortable. Donc dans ce dialogue, voilà, les deux ont un peu tendance à le décideur à faire pression sur le spécialiste à s'auto-brider, et donc l'un dans l'autre, ça ne facilite pas l'explicitation des incertitudes. Et je rappelais une phrase, ça c'était dans le groupe de travail, on avait repris tous les écrits sur la théorie de la décision. Décider, c'est faire des choix, et décider, c'est prendre un risque. Donc ça, il faut quand même le réinscrire, c'est important. Alors, une autre illustration de ces freins, c'est d'un autre point de vue. Une des questions qui était posée à ce fameux groupe de travail sur les incertitudes, elle était formulée de la manière suivante: quel est le niveau d'incertitude acceptable pour les utilisateurs des prévisions? J'ai souligné le mot qui me gêne. Acceptable. Sous-entendu, les spécialistes, les experts font exprès de faire des choses incertaines. Comme si on pouvait faire différemment. Non, l'incertitude, elle est ni acceptable ni non acceptable. L'incertitude, il faut avoir en tête que elle n'est pas choisie, l'incertitude, elle existe, elle est là. Donc on a complètement reformulé la chose. Donc c'est pas évidemment, on essaye de faire croître la connaissance, le niveau d'expertise, mais fondamentalement, l'incertitude, elle est présente. Voilà, donc la question n'est pas en fait fondamentalement de réduire ou de faire mieux, c'est de prendre une décision avec ce qu'on a, de faire avec. Alors, deuxième petit élément de réflexion, j'en avais 3. Donc c'est l'incertitude, c'est important pour prendre des décisions. Et si on n'a pas une mesure de l'incertitude, on peut prendre même des décisions erronées. Alors j'ai un petit exemple issu de l'hydrologie. Alors, si vous le lisez, vous imaginez qu'on est derrière une digue, par exemple, et que le débordement par-dessus la digue, il correspond à un débit de 110 mètres cubes par seconde. Et si le prévisionniste, j'ai dit 130 mètres cubes par seconde, si le prévisionniste me dit le débit de pointe de la crue qui va arriver, c'est 110, j'aurais tendance à dire c'est pas la peine d'évacuer derrière la digue. La même information, c'est exactement la même information. Ici, il me dit, oui, non, mais ce débit, il va se situer entre 90 et 150 mètres cubes par seconde. Ça change quand même beaucoup les éléments de la décision, parce que là, pour le coup, le 130, il est tout à fait probable. Et puis, si on peut l'exprimer différemment, si le prévisionniste dit, il y a 30% de chance pour qu'on soit au-dessus de 230 mètres cubes par seconde, je pense que le maire évacuera. Donc, vous voyez que l'incertitude, le niveau d'incertitude attaché aux éléments d'information dont on dispose, c'est vraiment un des éléments de la décision. On ne peut pas l'ignorer. Voilà. Et puis, alors, la deuxième raison pour laquelle il est important de considérer les incertitudes, c'est que, finalement, si on ne les affiche pas, on entretient une idée de surconfiance. Et cette idée-là, elle n'engage pas à aller compléter les informations. Et ça, moi, je le rencontre en permanence. C'est-à-dire qu'on se tourne souvent vers les ingénieurs ou les chercheurs en leur demandant « mais pourquoi vous voulez aller chercher telle information ?» On sait. Donc, comment dire, c'est stérilisant, le fait de ne pas afficher les incertitudes. Alors là, j'avais une petite illustration qui est d'une autre nature. C'est que une fois qu'on a conscience que les données sont incertaines, là, on est dans le cadre de la prévision. Donc, vous allez donner mesurer une prévision en noir. Donc on en rajoute des incertitudes, et puis une fois qu'on a cette conscience, ça c'est l'image de l'actualité de la prévision. C'est ça, la prévision hydrologique aujourd'hui. On se dit, c'est quand même un peu chiche comme information. On pourrait, certes c'est incertain, mais on peut peut-être la compléter. Par exemple, en ayant plusieurs horizons de prévision. Déjà, on a une vision un peu plus précise de la façon dont... Vous voyez, ça s'enrichit, c'est pourtant très incertain, mais c'est nettement plus riche que ce que j'avais au début. Puis, si je rajoute aussi des seuils correspondant par exemple aux apparitions des dommages ou à des crues de référence, là j'y vois beaucoup plus clair. Et puis si j'ajoute des cartes de zones inondées avec ces seuils, j'ai pas changé, c'est toujours aussi incertain, mais vous voyez que l'information est beaucoup plus riche. Donc c'est cet aspect aussi stérilisant de cacher l'incertitude qui me semble important. Puis j'arrive à mon dernier point,
bah, c'est de préparer le terrain. Alors, une prise de décision en incertitude, évidemment, on va peser le pour et le contre. Quand on prend une décision alors sur des données incertaines, bah, il y a des chances pour que bah, finalement le phénomène qu'on craint ne se produise pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le coût de prendre la décision et quel est le coût de ne pas agir? Voilà, c'est ça qu'on doit peser en fonction du risque que l'événement se produise. Et là, c'est une petite réflexion qu'on avait. Mais voilà, quels sont les différents utilisateurs, quels sont les différents acteurs? Là, c'est dans le cas d'une inondation. Vous avez à gauche les acteurs, à droite leur capacité d'action. Et pour chacune de ces capacités d'action, pour chacune de ces actions possibles, et pour chacun de ces acteurs, il y a des coûts différents. Et donc la réponse, je fais, je ne fais pas, j'agis maintenant, j'attends, elle va être différente pour chacun des acteurs. Et donc on peut pas, c'est très difficile à partir du moment où on délivre des incertitudes de proposer une recette de cuisine qui convienne à tout le monde pour savoir comment on doit prendre la décision. Hein, donc ça dépend beaucoup des utilisateurs. Donc il n'y a pas de réponse unique sur quelle forme doivent prendre les incertitudes et comment est-ce qu'on doit préparer la décision. Donc je continue sur avec un autre exemple illustratif. Pourquoi il est important de préparer la décision? Parce qu'on ne va pas improviser. Si vous imaginez que vous êtes en situation de prendre la décision et tout à coup, le prévisionniste vous envoie ou la prédiction, c'est une distribution statistique avec une probabilité de X% d'être au-dessus de la valeur qui vous gêne. Ça ne s'improvise pas. C'est difficile à interpréter. Alors là, une petite réflexion sur, finalement, le fait qu'on est capable de prendre des décisions avec des données incertaines et qu'en plus, considérer les incertitudes conduit à prendre des décisions rationnelles et préarbitrées. Donc, certains d'entre vous ont déjà lu le texte. On est au musée Carnavalet. Le musée Carnavalet est dans la zone inondable de la Seine, donc pour la crue de une crue comparable à la crue de 1910. Et il faut au moins 3 jours pour évacuer les caves. Et pour avoir une prévision précise, l'horizon de prévision qu'on peut proposer aujourd'hui, c'est 1 jour. Donc on ne peut pas compter sur une prévision précise, suffisamment précise pour être quasiment sûr que la cave va être inondée avant de commencer à évacuer. Et donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a 3 options. On accepte d'évacuer les caves en moyenne 1 fois tous les 10 ans pour être à peu près certain de sauver toutes les collections lorsque la crue centenale arrivera. Ou alors, on déménage définitivement la collection et puis on l'installe ailleurs. Ça a un coût. Ou on renonce à sauver l'ensemble de la collection et puis on va en sauver 10-20%. Et donc, on fait un travail préparatoire de sélection. Et d'après vous, quelle est la solution qui a été choisie? Un, 2, 3. Qui vote pour le 1? Bon, vous êtes très sage. 1. Qui vote pour le 2? Et qui vote pour le 3? C'est la solution 3. Voilà. Donc, et préparer le terrain, c'est aussi clarifier les idées. Ce que je n'ai pas dit ou je l'ai dit, c'était implicite. En fait, un spécialiste, ce n'est pas à lui de prendre la décision. Le spécialiste, son rôle, c'est de préparer, de fournir une information exploitable. Donc, il fournit une information et cette information, c'est une information parmi d'autres pour la prise de décision. Et il faut bien considérer, elle est partielle, elle est incomplète et elle est incertaine. Et il est important, et ça c'est pas toujours, c'est difficile à l'accepter, de bien séparer le rôle de l'expertise, du spécialiste et du décideur. Donc libérer les spécialistes. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Voilà. Oui, c'est vrai. Parce que j'avais un exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez du cas de la catastrophe de l'Aquila en Italie. Vous en avez entendu parler. On est exactement à la configuration où les experts, qui étaient des experts sismologues, ont été amenés à prendre des positions qui ne relevaient pas de leur niveau d'expertise. Concrètement, premier séisme, il y a des bâtiments dans la ville de l'Aquila qui ont été fragilisés. La population s'installe dans les rues et dans les grands parcs pour être à l'abri. Et puis on a des répliques successives. Les élus localement et la sécurité civile considèrent que la situation est dangereuse pour des questions de sécurité publique. Avoir des milliers de personnes dans les rues, ce n'est pas raisonnable. Et demandent donc aux spécialistes de s'exprimer sur le risque de répliques sévères.
l'idée, c'était de rassurer la population pour qu'elle rentre chez elle. Et pas de chance, les spécialistes s'expriment, la population rentre chez elle, on a une réplique importante, les bâtiments s'effondrent et des morts. Clairement, le spécialiste s'est fait entraîner, il n'était pas dans son rôle. Hein. La question qui était la sienne, c'est est-ce qu'il y a un risque de réplique, oui ou non? Il aurait dû dire oui. Oui, il y a un risque de réplique. Et le fait, comment je pèse risque de réplique et le fait que je renvoie les gens chez eux, ça c'est une décision politique. Donc pour préparer le terrain, je termine là-dessus. Donc il faut d'abord créer un climat propice. Et ça, c'est pas simple à établir. Et nos sociétés ne sont pas totalement mûres hein, sur ce point. Et notamment faire évoluer les attentes et les pratiques, et notamment assainir ce dialogue entre le spécialiste et le décideur. Hein, que le décideur n'attende pas du spécialiste qu'il prenne la décision à sa place, et qu'il accepte aussi, d'une certaine manière, les incertitudes, le niveau d'incertitude réel que peut lui fournir le spécialiste. Juste une petite anecdote, quand on a présenté des conclusions de cette nature du groupe de travail Incertitude au comité d'orientation du Chapi, ça a créé un scandale. Première réaction immédiate, c'était le Chapi est en train d'essayer de se décharger de ses responsabilités. Donc on sent bien, hein, c'est très très fort. Vous voulez afficher des incertitudes, c'est pour ne pas avoir à assumer vos prévisions. Donc ça, il y a un gros travail à faire pour vraiment repositionner chacun à sa place. Définir en amont la forme des prévisions et puis préparer, alors ça j'ai pas beaucoup pu l'illustrer, mais les règles de décision, il faut les préparer à l'avance. Quand un décideur va peser le pour et le contre, il faut qu'il puisse argumenter et ça s'improvise pas. Et donc, ça peut même être un choix collectif de dire quel est le niveau de risque qu'on ait accepté, qu'on est collectivement capable de prendre, et donc ça se prépare. Parce qu'il faut que le décideur puisse aussi lui rendre compte de sa décision. On était à tel niveau de risque, j'ai décidé, par exemple, dans le cas que j'avais illustré, de ne pas évacuer, et c'est légitime parce que, compte tenu de l'information que j'avais, c'était la décision qu'on avait décidé de prendre collectivement. Donc ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Et puis, bien entendu, vous l'avez vu peut-être précédemment, dès qu'on parle d'incertitude, les éléments d'information se complexifient. On n'a pas qu'une seule valeur, on en a plusieurs, on a éventuellement des distributions. Voilà. Et tout ça, ça nécessite une certaine formation. Hein, ce n'est pas inné. Hein, la lecture de distribution, de phénomènes aléatoires n'est pas innée. Et donc, il y a une nécessité de formation. Alors, il y a quelques pays, par exemple sur les prévisions, qui se sont lancés, la Suède, le Danemark, l'Angleterre maintenant, pour les prévisions météorologiques et hydrologiques, et ils ont lancé ce type d'action de formation des principaux utilisateurs. Voilà, donc ça c'est un peu les messages finaux sur ce dialogue utilisateur, décideur, mais aussi plus généralement utilisateur et spécialiste.